Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à cette soirée conférence de l'Université populaire du Pays d'Aix. Cette conférence est finalement la troisième d'un cycle que nous faisons cette année sous un titre générique « Quel savoir pour faire face aux défis climatiques ?» Nous avons déjà eu une conférence de Wolfgang Kramer qui coopère au GIEC sur les questions du réchauffement lui-même, et puis on a eu aussi une séance qui a été un grand succès également sur l'accaparement des terres, avec beaucoup de discussions. J'y étais pas, mais il paraît que c'était très intéressant, et je pense que ce soir ce sera aussi très intéressant. Avec André Coulbert, qu'on ne présente plus, philosophe, un des principaux animateurs de l'Université populaire du Pays d'Aix, militant associatif, plein de casquettes, quoi. Et qui va nous parler d'une question vraiment importante et qui nous trouble souvent les uns les autres, c'est-à-dire la question de l'énigme de l'impuissance devant le réchauffement climatique et la destruction du vivant. Voilà, je lui passe la parole pour une petite heure, guère plus, j'espère. Je te surveille de toute façon, pour qu'on ait quand même un espace de discussion. Comme ça, vous m'entendez? Donc en fait, ce sera deux séances. Aujourd'hui, je vous propose qu'on se pose cette fameuse question de notre impuissance collective, et en particulier face à des problèmes terribles comme ceux du climat ou de la biodiversité. Et pour répondre à cette question, vous allez voir, il faut utiliser l'histoire, la sociologie, la philosophie, etc. Et donc, aujourd'hui, je répondrai en parlant de la société dans son ensemble. Et puis, le lundi 28 novembre, je reprendrai la même question en revenant sur le débat sur l'écologie proprement dit. À partir des années 60, on verra comment ce problème a été débattu, qu'est-ce qui a fait qu'il a été efficace ou pas, dans quelles conditions, etc. Aujourd'hui, c'est plus général, c'est dans le fond, comment on fabrique de l'impuissance collective. Donc, je vous propose de parler d'une question simple, mais qui est peut-être une des questions majeures de notre temps, qui est, on pourrait formuler en disant, comment se fait-il que, d'un côté, la vie, les conditions de vie sur notre planète se dégradent, que chaque année on a de nouveaux rapports qui nous montrent dégradation toujours plus accentuée, que nous savons, on va en reparler, que c'est de notre fait, c'est l'activité humaine qui en est responsable, et qu'il ne se passe rien, ou quasiment rien, c'est-à-dire rien à l'échelle du problème posé. Nous étions bien, je ne sais pas si certains d'entre vous y étaient, à l'animation sur ces questions qui a eu lieu au bas du cours Mirabeau, à la Rotonde, samedi. On était une cinquantaine, ce qui, déjà sur une ville comme Aix, ne fait pas grand-chose. Les gens faisaient leurs courses. Et personne ne s'arrêtait. Les gens faisaient leurs courses et ils passaient sans... Absolument. Alors c'était très attractif. Alors que c'était intéressant et qu'en plus, il y avait des choses proposées, il y avait une vraie réflexion, etc. Donc voilà. À l'échelle du problème, on peut dire qu'il se passe quasiment rien. Et c'est une question, comment ça se fait? D'autant plus que nous sommes abreuvés d'informations et que nous le savons, parce que nous avons rencontré Wolfgang
Kramer, il y a des rapports du GIEC très précis, très documentés, régulièrement, et qui nous informent sur la dégradation continuelle du climat, de ce qu'on appelle la biodiversité, etc. Et dès qu'on gratte un peu, on se rend compte que c'est encore pire que ce qu'on imagine. Comme ça, par exemple, on parle de ces chiffres effrayants sur le nombre d'espèces qui disparaissent. Vous avez vu des chiffres récents sur 70% pratiquement d'espèces qui disparaissent à un endroit ou à un autre en 10 ans ou en 20 ans ou en 50 ans, mais enfin en quelques dizaines d'années au maximum, des espèces qui ne reviendront plus. Elles ont disparu pour toujours. Et on en parle souvent en disant, mais imagine un monde sans oiseaux. On a eu il est passé sur Arte il y a quelques jours le film Soleil Vert, qui est un film où, sauf à la fin, on ne voit pas du tout de nature. Et ce film est effrayant. C'est-à-dire passer 1 heure sans voir du tout un arbre, un oiseau, etc. C'est effrayant. Donc déjà ça, la richesse du monde qui disparaît, c'est effrayant. Mais en plus, ces fameuses espèces, c'est ce qu'on mange. C'est-à-dire que si elles disparaissent, c'est aussi notre capacité à se nourrir qui est mise en cause. De même pour l'eau. L'eau, on nous a montré comme il y a des endroits où on pouvait se baigner, maintenant on ne peut plus, etc. Mais s'il n'y a plus d'eau, on n'a plus rien à boire. C'est-à-dire c'est vraiment des choses qui sont absolument fondamentales, qui concernent notre vie dans ce qu'elle a de plus charnel. Les sécheresses, les typhons, les cyclones, les fameux, tous ces reportages sur les grelons qui sont gros comme une balle de ping-pong, etc. On voit ça constamment. On ne peut pas dire qu'on ne savait pas. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et en plus, il y a des cris d'alarme qui sont régulièrement lancés par des groupes de savants qui sont des spécialistes de ces questions, qui disent voilà, ça fait des années qu'on travaille sur ces questions, on se rend compte que l'évolution dans laquelle nous sommes est totalement catastrophique. On ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument trouver comment arrêter cette machine infernale et comment arrêter ces dégradations continuelles. Il y a eu des textes littéraires, il y a eu le fameux petit texte de Fred Vargas, que vous avez peut-être lu, mais même des textes comme celui d'Aurélien Barraud, c'est un beau texte, et qui, chaque fois, nous dit avec beaucoup de force, on ne peut pas continuer comme ça. Et on continue. Mieux, cette apathie, cette incapacité sidérante à réagir est d'autant plus étonnante que s'il y a 15-20 ans, les climato-sceptiques en France étaient, on les voyait sur les... vous vous rappelez cette couverture du Point, par exemple, sur Claude Allègre, voilà, c'était des gens qui étaient soutenus, maintenant, pratiquement plus personne ne croit que tout ça, c'est des inventions de gauchistes fanatiques. Le climato-scepticisme n'a pas gagné, et au contraire, il y a de plus en plus de gens qui sont inquiets. Et les dernières enquêtes, la plus grande, c'était en 1921,
une enquête d'opinion dans 10 pays sur les jeunes, une enquête de grande portée sur 10 000 jeunes âgés de 16 à 25 ans dans 10 pays. Alors je vous lis, c'est un article du Monde. Dans le détail, 59% des jeunes sondés déclarent être très ou extrêmement inquiets du changement climatique, tandis que 45% affirment que l'anxiété climatique affecte leur vie quotidienne de manière négative, qu'il s'agisse de dormir, de se nourrir, d'étudier, d'aller à l'école ou de s'amuser, chaque fois, ça les trouble profondément. Pire, 75% jugent le futur effrayant. 56% estiment que l'humanité est condamnée. 55% qu'ils auront moins d'opportunités que leurs parents. 52% que la sécurité de leur famille sera menacée. Et 39% hésitent à avoir des enfants dans ces conditions. Donc, vous voyez, si pendant longtemps, c'est vrai, il y avait un déni, là, on est passé au stade où c'est tellement visible, comme la sécheresse de cet été, qu'on ne peut plus vraiment être dans le déni. Il n'y a plus que quelques républicains américains qui y arrivent, mais nous, on n'y arrive plus. Et il ne se passe rien. C'est-à-dire qu'on va avoir des rapports l'année prochaine qui nous diront, et ça encore, c'est encore pire, et qui nous dira encore, il faudrait bifurquer, changer de politique énergétique, de mode de vie, etc. Et ça a l'air que ça va continuer comme ça indéfiniment. Donc, le processus destructeur est catastrophique. On est maintenant une immense majorité à le savoir. Cela vient de l'activité humaine. Ce n'est pas quelque chose qui nous tombe du ciel comme ça. La plupart des gens le savent et ils ne font rien pour l'empêcher. Voilà la situation dans laquelle on est. Et franchement, c'est une énigme. Comment ça se fait ? Je l'ai dit déjà plusieurs fois. Imaginons des historiens dans 100 ans, ça sera leur grande question. Il y a des gens qui feront des thèses là-dessus. Comment ça se fait ? Ils savaient tout ça et ils ne faisaient rien. Il faudra il y aura des discussions pour arriver à trouver, mais quand même, ils n'étaient pas fous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors voilà, ce que je vous propose ce soir, c'est qu'on essaye d'enquêter là-dessus. Alors, pourquoi, comment ? Posons-nous cette énigme et essayons de trouver des informations. Pour le faire, nous avons beaucoup de ressources parce que c'est question de qu'est-ce qui fait que des gens réagissent, ne réagissent pas dans telle condition, dans telle autre, etc. On a énormément de travaux qui ont été faits par des philosophes, des sociologues, des historiens, des gens qui travaillent sur la psychologie sociale, etc. Et vous vous rappelez, Wolfgang Kramer, il a dit, moi, mon travail, ça a consisté à prendre des tas d'études scientifiques sur le sujet et d'essayer de faire une synthèse. Ben, ce que je vous propose, c'est, à mon petit niveau, d'essayer de faire ça, de faire une synthèse de ce qu'on peut grappiller comme information sur ces sujets. Première chose qu'on peut dire en travaillant un peu sur ces questions, c'est que ce qui est dit le plus souvent, c'est-à-dire que voilà, les hommes ils sont comme ça, vous savez, on les mène comme des moutons, quelqu'un qui sait y faire, il saura toujours les amener où il veut, etc. C'est-à-dire une espèce de sorte de nature humaine
qui ferait que, voilà, on serait incapable de prendre en compte des problèmes de ce type, on est trop facilement abusé, etc. Et dans le fond, du coup, il n'y a pas d'énigme. Voilà, ça vient du fait que les hommes, ils sont naïfs, crédules, ils se laissent faire. Mais il suffit de consulter un peu notre histoire, même lointaine ou récente, pour voir que ce n'est pas vrai. Il y a des périodes où les gens ne se laissent pas faire du tout, où ils ne sont pas résignés. Au moment de la Révolution française, les gens, ils n'étaient pas résignés. Ceux d'entre nous qui ont déjà un certain âge se rappellent de la période de 68 et les années qui ont suivi. On voyait partout, dans tous les domaines, des gens constituer des contre-pouvoirs, empêcher ce qu'ils pensaient injuste de se faire, se défendre contre des agressions sociales. Et ça s'est passé tout le temps dans l'histoire. On a certes des périodes au cours desquelles les gens ont l'air résignés, se laissent faire, mais on a aussi quasiment toujours, au bout d'un moment, des gens qui se réveillent, qui ne se laissent pas faire et qui interviennent. Donc, ce n'est pas la nature humaine. Parce que la nature humaine, comme toute la nature, elle est éternelle, elle est toujours pareille. Et ça nous oriente vers une hypothèse qui est que cette impuissance, elle est fabriquée, elle est construite. Elle n'est pas comme ça dans les hommes, elle est à certains moments fabriquée parce qu'on cherche à ce que les gens ne réagissent pas, justement. Comment et pourquoi? En fait, c'est assez facile à voir. Historiquement, on a beaucoup d'exemples. Elle est fabriquée chaque fois que s'installe un système de domination, quel qu'il soit. Un système de domination, pour qu'il soit durable, il ne lui suffit pas de s'imposer par la force. Il faut, et dans tous les cas que j'ai étudiés, et maintenant j'en ai étudié un certain nombre, il faut que aussi il arrive à fataliser, à rendre fatale sa domination, c'est-à-dire l'impression que ça ne peut pas être autrement. L'idée que c'est le réel et tout le reste, ce n'est qu'illusion, utopie, rêve, etc. Qu'on est dans un monde qui représente la véritable réalité et que tout le reste, c'est des rêves de gens qui aimeraient changer, etc. Et qu'en plus, on va le voir, c'est des rêves dangereux. L'impuissance collective, tout système de domination, il la recherche. Il fait tout ce qu'il peut pour qu'elle se produise. Et, dans un certain nombre de cas, on sait comment ils y sont parvenus. Et effectivement, pendant une certaine période, les gens sont comme impuissants, comme s'ils étaient endormis, qu'ils étaient incapables de réagir. Alors, donner un peu des exemples avant d'aborder notre situation d'aujourd'hui, qui évidemment nous préoccupe surtout. L'année dernière, j'avais raconté comment on avait fabriqué, sous l'esclavage, le racisme anti-noir. Comment est-ce qu'a été fabriqué le racisme anti-noir, qui, je vous le rappelle, je le montrais l'année dernière, n'est pas du tout quelque chose qui a toujours existé, mais qui a été fabriqué à un moment donné. Les maîtres d'esclaves étaient en minorité au milieu d'une population qu'ils maltraitaient,
et qui risquaient tout le temps de se révolter. Alors, ils ont inventé, ça je l'ai raconté l'année dernière, le racisme. Et le racisme, qu'est-ce que c'était et pourquoi ça leur importait tellement? C'est que c'était un moyen d'affirmer l'infériorité des Noirs en la présentant comme naturelle, comme l'essence des Noirs. Ils étaient voués à être esclaves. Ils étaient inférieurs par nature. Et donc, ils ne pouvaient pas se révolter contre ça, puisque c'était leur identité. Et vous savez que c'est le même genre d'argumentation qu'on a utilisé pendant des millénaires sur les femmes. Hein. Les femmes, leur rôle inférieur, il était pensé comme, il était exprimé comme le résultat d'un ordre naturel des choses. Et on ne va pas à l'encontre de l'ordre naturel des choses. Et une femme qui se révoltait contre cette condition, elle était considérée comme pas féminine, hein, comme perdant sa valeur de femme. Et c'est pareil pour le racisme. Donc, le racisme anti-noir tel qu'il se forme sous l'esclavage, à partir du XVIIe, XVIIIe siècle dans les Antilles, c'est une forme de fatalisation, c'est-à-dire une façon, un procédé de pouvoir par lequel la domination apparaît comme sans alternative, qu'on ne peut pas aller au-delà, à l'encontre, etc. Et ils le savaient bien, les gens qui utilisaient le racisme, ils savaient bien que c'était pour ça qu'ils le faisaient. Et je vous en donne la preuve. C'est que, évidemment, ils ne le disaient pas dans les tribunes comme ça, mais ils s'écrivaient entre eux. Par exemple, entre les autorités coloniales qui étaient sur place et le ministère, alors à l'époque c'était de la marine, il y avait des tas d'échanges de lettres où ils disaient voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et dans ce courrier, il y a très souvent des allusions à ce procédé de pouvoir, en disant surtout, même les gens qui sont affranchis, même les gens qui sont libres, ne leur donnez jamais les mêmes droits qu'aux Blancs, parce que sinon, la fatalité de la couleur, la fatalité de l'infériorité vécue comme naturelle, eh bien, elle risque d'être battue en brèche. Je vous lis un exemple. Je le trouve chez Antoine Gisler, L'esclave aux Antilles françaises. Alors, justement, c'est un administrateur, un mémoire du roi, mais enfin, ce n'était pas le roi qui écrivait, c'était les services de Colbert, en fait, le plus souvent, aux administrateurs de la Guyane en 1776. Les gens de couleur sont libres ou esclaves. À quelque distance qu'ils soient de leur origine, ils conservent toujours la tâche de l'esclavage et sont déclarés incapables de toute fonction publique. C'est-à-dire, là, il faut qu'ils soient déclarés incapables et il faut qu'ils soient incapables de toute fonction publique. Les gentilshommes, même qui descendent à quelque degré que ce soit d'une femme de couleur, ne peuvent jouir des prérogatives de la noblesse. Cette loi est dure, mais sage et nécessaire. Dans un pays où il y a 15 esclaves contre un blanc, on ne saurait mettre trop de distance entre les deux espèces. On ne saurait imprimer aux nègres trop de respect pour ceux auxquels ils sont asservis. Cette distinction, rigoureusement observée même après la liberté,
est le principal lien de la subordination de l'esclave, par l'opinion qui en résulte, que sa couleur, donc l'opinion pour l'esclave, que sa couleur est vouée à la servitude et que rien ne peut le rendre égal à son maître. Vous voyez, c'est pensé. Ce n'est pas simplement que ça s'est passé comme ça. Voilà des administrateurs, ils disent il faut absolument qu'il y ait cette barrière de couleur et cette fatalité qui soit ressentie, vécue chaque jour par les gens qui sont dominés, pour que cette domination, elle ne puisse être remise en cause, puisqu'elle apparaîtra comme l'ordre naturel des choses. Ils le disent. Hein. Qu'est-ce que je viens de raconter? Une façon de créer de l'impuissance ici des dominés, des esclaves, hein, et qui a duré plusieurs siècles. Et le genre de lettres que je vous ai lues, on en a des tas de ce genre qui disent toutes la même chose. Nous sommes moins nombreux. Il faut absolument qu'il y ait une fatalité naturelle qui apparaisse aux yeux de tous, et en particulier aux gens qui sont dominés. Et ainsi, on obtient la neutralisation de leurs espérances. Vous voyez, les administrateurs, ils pensent à comment neutraliser l'espérance des dominés, en disant, si ils n'ont plus d'espoir, là, on n'aura aucun problème, ils ne se révolteront pas. Et ça, en partie, ça a marché. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait par les descriptions des gens qui sont véritablement allés sur place et qui ont étudié la façon dont la domination se perpétuait, on sait que beaucoup d'esclaves, effectivement, étaient apathiques. Il y avait même des tas de termes pour dire ça, incapables d'initiative, incapables de se révolter, etc. Alors je vous lis pour ça un des principaux observateurs qui nous a laissé les œuvres peut-être les plus importantes sur le sujet, qui est Victor Schœlcher, hein, sur des colonies françaises, abolition immédiate de l'esclavage, qui est au milieu du XIXe siècle. Et il fait plusieurs voyages dans les Antilles où il va vivre chez l'habitant, il va côtoyer les esclaves et il va essayer de comprendre comment ça se passe. L'ignorance de sa propre nature, l'abrutissement bestial sont les seules conditions où un homme esclave puisse trouver son état tolérable. Et il faut le dire, pour expliquer l'erreur des colons et l'existence des colonies, il est un certain nombre de nègres qui en sont là. Élevés dans l'atmosphère de la servitude, familiarisés depuis leur naissance avec leur destin, ils ne font aucun doute que cela ne soit comme il était écrit. N'est toujours été et ne doivent toujours être. Alors je lis la phrase suivante. Les esclaves arrivés à ce degré de perversité respectent les Blancs comme des hommes supérieurs, faits pour être maîtres, de même qu'eux pour être serviteurs. Sans doute, il leur arrive bien quelques soupçons, quelques vagues sentiments que cela n'est pas tout bon, ni tout juste pour eux, mais ils ne s'y arrêtent pas. Il en est d'eux comme de nous, qui percevant le mal d'une manière fort distincte, l'acceptons
comme une nécessité de fait, sans révolte ni colère. Voilà, et des belles pages de Victor Schœlcher là-dessus, qui montrent que ces pratiques qui consistent à fataliser une situation de domination, elles sont efficaces. Et dans le cas de l'esclavage, on a des tas de témoignages qui montrent que, pas tous les esclaves, mais beaucoup d'esclaves étaient effectivement comme sous sidération. Et ils pensaient effectivement que voilà, leur destin, c'était d'être esclaves. Et évidemment, les maîtres aussi le pensaient. Donc, vous voyez, l'invention du racisme anti-noir, ça a été une de ces formidables machines à fataliser l'asservissement, ici l'asservissement des Noirs. La fatalisation est l'arme indispensable des dominants. Alors, je ne pourrais pas vous le montrer sur tous les exemples, parce que j'en ai beaucoup, mais sur quelques-uns. Alors, je ne vais pas que vous raconter des choses désespérantes. Il y a la question aussi de savoir comment on en sort. Et tous ces exemples nous donnent des idées sur comment on en sort. Comment ça s'est fait pour l'esclavage? Alors, d'abord, les esclaves, ils ont inventé des mythes, des rumeurs, qui leur permettaient d'imaginer, malgré tout ce qu'on leur disait, qu'ils pouvaient s'émanciper un jour. Je vous donne deux exemples. C'est des mythes émancipateurs. Il y avait celui de Macandal. Macandal, c'était un esclave en fuite qui avait été capturé et on l'avait attaché à un poteau pour le brûler vif. On brûlait beaucoup. Et il s'est débattu très très fortement et en fait il a fait tomber le poteau qui le tenait. Et il s'est enfui. Et là, deux versions. La version des Blancs, qui dit « mais on l'a rattrapé très vite et on l'a brûlé quand même ». Version des Noirs, et on ne l'a jamais rattrapé. Et il a continué à se battre. Et en fait, en plus, il avait des pouvoirs un peu de sorcier qui faisaient qu'il pouvait échapper, se rendre invisible, etc. Voilà, il y avait ces récits. Mais ce n'était pas suffisant pour que, comme ça, il y ait une grande révolution. L'essentiel est advenu quand les esclaves ont eu vent d'une véritable utopie qui se déroulait en France à ce moment-là, qui était la Révolution française, en 1791. Leurs maîtres ont tout fait pour qu'ils ne le sachent pas, mais au bout d'un moment, ils sont arrivés à le savoir. Et qu'est-ce qu'ils ont su? Ils ont su que des hommes qui, depuis des siècles, étaient sous le joug, qui n'avaient pas de droit, étaient sous le pouvoir d'une aristocratie, eh bien, se sont révoltés et ont créé une société où les hommes étaient libres, égaux, etc. Et en plus, ces hommes, ils font une déclaration des droits de l'homme dans laquelle ils disent que tout être humain demeure libre, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Donc, c'était comme une... Et ça se passait dans le pays qui les tenait en esclavage. Et à ce moment-là, quand ils ont su ce qui se passait, il y a eu des révoltes dans à peu près toutes les colonies françaises, et en particulier la grande révolte à partir de 1791 de Saint-Domingue, où c'est le seul cas, ils vont faire la révolution et ils vont gagner. Ils vont battre
ils vont se faire reconnaître finalement par les révolutionnaires qui aboliront en 1794 officiellement l'esclavage. Et vous avez vu, ce qu'il a fallu, c'est une ouverture des possibles. Et la Révolution française, pour eux, et on a des témoignages là-dessus, ça a été une immense ouverture des possibles, soudaine, comme ça, qui leur a permis d'imaginer, d'inventer, de créer autre chose. Eh bien, ça se passe chaque fois comme ça. C'est-à-dire que tout système de domination, je reviens dessus et on prendra autant d'exemples qu'on voudra, tout système de domination durable, important, eh bien, utilise la fatalisation comme moyen de pouvoir. Et chaque fois, toujours même, au bout d'un moment, les dominés se révoltent, arrivent à surmonter cette fatalisation, et il arrive à le surmonter, eh bien, comme dans le cas de nos esclaves, par ce que je vais appeler, à partir de maintenant, une utopie. Le retour d'une capacité utopique. Pourquoi utopie? Bon, on a dit beaucoup de mal des utopies dans les années 80, mais si on lit Thomas More, on se rend compte qu'il y a quelque chose de très original, qu'il y a une pensée émancipatrice très originale qui dit, dans le fond, qui prend en compte le fait que nous avons du mal à nous libérer d'une situation où nous sommes dominés, parce que la plupart du temps, les représentations de cette société dominante, les normes, elles sont en nous. Elles ne sont pas seulement extérieures. Et que pour arriver à s'émanciper, à sortir de là, il faut qu'on soit capable d'inventer, d'oser aller au-delà de ces normes, au-delà de ce qui semble, à ce moment donné, réel. L'utopie, c'est inventer un réel qui n'est pas le réel dominant, le réel existant. Alors, on lui a beaucoup reproché en disant « mais il ne parle pas de la réalité puisqu'il invente sur une île des gens qui n'existent pas, etc. » Mais en fait, si on lit Thomas More, on voit que ce qu'il dit, c'est que cette réalité, c'est justement ça qui nous tient asservis. Et il faut qu'on soit capable de créer autre chose, de sortir de ces normes et de cet imaginaire, et d'ouvrir l'imaginaire, d'ouvrir notre capacité créatrice collective. Et on trouve ça dans tout ce que j'ai pu étudier, moi en tout cas, tous les mouvements émancipateurs, et surtout ceux qui ont réussi. Chaque fois, on trouve ça, et j'écris un livre où je prends des exemples et je montre un cas, un autre, un troisième. Alors, je peux pas, j'ai pas le temps de vous en donner des tas d'exemples. J'en donne un autre pour montrer que ces systèmes de domination et ces fatalisations, elles sont de types très divers et pour se rapprocher de la nôtre, pour celle que nous décrirons, dont nous sommes issus. Jusqu'ici, je vous ai parlé de formes de fatalisation qui sont des façons d'essentialiser des personnes ou des populations, de dire, voilà, leur identité, c'est celle-là, ils sont inférieurs, s'ils sont noirs, ils sont nécessairement bêtes, s'ils sont juifs, ils sont nécessairement cupides et rusés, s'ils sont asiatiques, ils sont nécessairement cruels, etc. Et ils ne peuvent pas en sortir. Alors évidemment, c'est une façon de fataliser, de donner à la domination l'apparence d'un ordre de la nature. Mais on en a eu bien d'autres. Et alors, je vous donne un deuxième exemple, tout à fait différent. C'est la façon dont on a rétabli l'ordre, on pourrait dire, rétabli l'ordre ancien, après la Révolution française.
Après la Révolution française, les thermidoriens d'abord, puis les autorités du consulat, puis Bonaparte, l'empereur, puis les idéologues de la Restauration, ils ont un argument majeur. Quand on lit leur texte, il y a quelque chose qui revient tout le temps. On va l'appeler l'argument du souverain mâle. Souverain mâle, je le prends à Saint-Augustin. Saint-Augustin, donc c'est un peu avant, hein, c'est au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est quoi l'idée du souverain mâle? C'est comme ça qu'il l'appelle, hein, Saint-Augustin. C'est l'idée qu'une remise en cause de l'ordre existant, de l'ordre considéré comme naturel, voulu par Dieu, etc., produira nécessairement un chaos, un mal absolu, quelque chose qui est inimaginable tellement c'est horrible. Et c'est l'enfer. Hein. Pour Saint-Augustin, à la fin, c'est l'enfer. Eh bien, c'est quoi l'enfer inventé par les thermidoriens, les gens du consulat, etc. C'est la terreur. Alors, entendons-nous bien, on est beaucoup revenu sur qu'est-ce que c'était la terreur qui a été en partie fabriquée par les gens juste après la mort de Robespierre qui en ont accusé Robespierre, Saint-Just, etc., en se mettant en dehors de... Mais même en dehors de ça, on a effectivement tué des gens, dont des gens innocents, en 1794, notamment. Donc ça a bien existé. Ce n'était pas la terreur telle qu'on l'a décrit d'habitude, mais ça a bien existé. Alors, du coup, est-ce qu'ils avaient raison? Et non, parce que leur discours, après la Révolution, c'est que toute tentative d'instaurer une société plus démocratique, par exemple, je sais pas, défendre le suffrage universel, toute tentative de donner aux femmes des droits plus que ce qu'elles ont, qui n'était pas grand-chose à l'époque, toute tentative de plus de justice sociale. Tout ça, ça apparaissait comme quelque chose qui va réintroduire la terreur. Vous voyez, c'est l'idée d'un ordre qui est totalement fermé, parce que si on le remet en cause, eh bien, ça sera le souverain mâle de Saint-Augustin, c'est-à-dire le pire du pire. Et alors, lisez les textes, par exemple, du consulat, c'est un des moments où ça a été le plus fort. Et vous voyez, tout le temps, on parle, mais si on accepte de donner des droits à telle catégorie de gens, etc., ça sera les errements de la terreur, et on retrouvera, etc. Et oui, et c'est là qu'il y a l'astuce du pouvoir. C'est-à-dire, oui, la terreur, d'une certaine manière, ça a existé, mais l'usage qu'on en fait, qui est de fermer la porte à toute possibilité d'évolution pour plus de justice, etc., eh bien, ça, c'est évidemment un procédé de domination. Et vous voyez en quoi il consiste. Il consiste à fataliser la domination telle qu'elle existe. C'est-à-dire que dès qu'on s'écarte de l'ordre dominant, eh bien, on nous dit ça va être la terreur, etc. Et donc on ne peut pas. Il y a une fatalité de l'ordre existant. Et petit à petit, quand ça s'installe, l'ordre existant, on va tout simplement appeler ça l'ordre. Le réel existant, on va appeler ça le réel. Et c'est un système dont on ne peut pas sortir. Vous voyez, c'est une toute autre forme de fatalisation.
Alors, d'abord, c'est pas vrai. C'est-à-dire, c'est pas chaque fois que des gens ont acquis des droits, etc., qu'il y a eu des choses catastrophiques. Par exemple, l'abolition de l'esclavage en 1848, il n'y aura aucun... Ça ne sera pas sanglant, ça ne produira aucun malheur, etc. La révolution des années 1970 des femmes, une véritable révolution. Pendant ces 10 années-là, il s'est passé énormément de choses. Ça a produit aucun crime, aucune... Voilà. On a des milliers d'exemples où un changement important, ça ne produit pas nécessairement des horreurs. Mais d'autre part, quand on parle comme ça, on oublie l'autre aspect qui est et l'ordre dominant lui-même. Est-ce qu'il ne serait pas dangereux? Et dans le cas de Napoléon, on a un exemple à Nord. Parce que la terreur à Paris, par exemple, bon, je n'ai pas revu mes notes, mais je pense que ça devait faire autour de 3000 personnes. Dans le cas de Napoléon, rien que le rétablissement de l'esclavage en 1802, ça a produit 150 à 200 000 morts. Vous voyez, on n'est plus du tout dans le même ordre d'échelle. Et les guerres napoléoniennes, là je suis allé voir, le dernier historien, il dit 2 millions de morts. Et donc ces gens, d'ailleurs de nos jours, des gens qui sont des admirateurs de Napoléon, ils vous sortent la terreur toutes les 5 minutes, sans jamais s'interroger sur la dangerosité qui peut exister aussi de l'ordre existant. Alors, je n'ai pas le temps de vous raconter comment, sous le consulat, spécialement sous le consulat, c'est tout qui est fatalisé. Le Code civil de 1804, il y a sont gravés dans le marbre l'imaginaire masculin dominateur sur les femmes. La femme doit obéir à son mari, il y a le chef de famille, elle doit demander l'autorisation du mari à peu près pour tout, etc. C'est-à-dire qu'on rétablit un ordre dans lequel la femme est une mineure. Et c'est un ordre qui apparaît comme naturel. C'est comme ça, on a rétabli Et pareil pour les rapports de propriété. L'idée de propriété telle qu'elle sort du Code civil de 1804, c'est une propriété qui n'est pas absolue, parce que l'État peut intervenir, mais qui est absolue par rapport aux questions de est-ce qu'il y a des gens qui meurent de faim, est-ce qu'il y a une famine, est-ce qu'il y a des gens qui sont maltraités, etc. Et je vous le signale, je ne l'ai pas amené. Si. Voilà, il y a un très beau livre de Jean-Luc Chappé qui s'appelle « Sauvagerie et civilisation » qui pourrait vous montrer comment, justement, pendant cette période du consulat, tout devient fatal. C'est-à-dire que le sauvage devient un sauvage par nature, la psychiatrie crée un fou qui est fou par nature, etc., etc. Et cette conception, vous savez, Napoléon, c'est vraiment la prise de pouvoir, la volonté de domination. Ce que ça fait, c'est que ça fatalise à peu près tous les domaines de la vie courante. Bon. Jean-Luc Chappé, « Sauvagerie et civilisation », qui revient sur le texte d'Itard, sur Victor de l'Aveyron, vous savez, qu'on a retrouvé, qui était l'enfant sauvage, et qui montre qu'il y a 2 rapports d'Itard. Le premier, qui est, quand vous retrouvez dans le beau film de Truffaut sur l'enfant sauvage, vous l'avez vu, le film, et où on voit
Itard essayant d'éduquer Victor en pensant que dans chaque être humain, il y a une perfectible. Et puis, quelques années après, le même Itard, il sortira un rapport en disant « mais non, ça c'est, on ne peut rien faire avec des gens comme ça, c'est des sauvages, etc. » Donc, vous voyez, la fatalité, elle est partout quand il y a un pouvoir véritablement dominant. Alors, j'ai quelques minutes pour parler de la période dans laquelle nous sommes. En commençant par mai 68. En mai 68 et dans les années qui ont suivi, je disais tout à l'heure, il y a quand même quelque chose de très très étonnant, d'extraordinaire, qui est qu'il y a des initiatives émancipatrices partout. Partout, hein. Même à HEC, il y a des étudiants qui imaginent un commerce qui serait émancipé, je ne sais pas comment, mais en psychiatrie, en anthropologie, dans l'éducation, dans le domaine de la justice, évidemment, à l'hôpital, la politique, évidemment, et l'économie, etc. Il y a des contre-pouvoirs, des gens qui inventent des alternatives possibles et qui, en plus, ne se laissent pas faire. Hein. Xavier Vignat, qui a étudié spécialement ce qu'il appelle l'insubordination ouvrière, il dit que, quand même, elle tient jusqu'à 1979. C'est-à-dire que pendant des années, ils ne se laissent pas faire, les gens dans les entreprises. Et ça touche tous les domaines. C'est quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas assez... combien de gens savent combien ça a été quelque chose d'exceptionnel, d'étonnant. Et alors là, il n'y a pas d'impuissance collective. Hein. Il y a des tas de récits où il y a des gens qui constatent une injustice, ils téléphonent aux uns aux autres, et hop, ils sortent dans la rue et ils essayent d'intervenir. Passe 15 ans, on se retrouve en 1983-1984, c'est tout mort. Retour à l'ordre dans tous les domaines, dans tous. Hein, non seulement un discours qui a changé, mais une attitude qui a changé, justement, de gens qui apparaissent résignés, alors pas tous, pas partout, etc., mais quand même de façon très, très spectaculaire. En même temps, si on revoit les journaux, les journaux télévisés, etc., de l'époque, on se rend compte qu'il y a un discours alors monocorde qui constamment explique que voilà, il y a eu à un moment une utopie, les gens qui ont eu un moment de folie, une fièvre, dit Michel Vinocq, et évidemment, ce n'était pas la réalité. Hein. La réalité, elle ne peut pas être comme ça. C'était de l'utopie. Mais l'utopie, on lui donne un nouveau sens. L'utopie pour les 68ards, c'était le fait qu'on peut aller au-delà de l'ordre dominant, des normes en vigueur, tandis que là, l'utopie, ça devient l'illusion dangereuse. Je vous donne un exemple qui est particulièrement significatif parce qu'il s'agit de Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, ça a été le directeur de Libération. C'est lui qui l'a infléchi au début des années 80 avec Serge July, dans un sens de plus en plus libéral et en 1984 ultra-libéral. Et il a été pendant des années directeur
du Nouvel Observateur et de Libération. Et il allait, 3 ans, il est directeur de Libération, 2 ans Nouvel Observateur, puis il revient à Libération. Puis, voilà. Donc c'est un personnage important. Hein, en 1984, il sort ce livre qui s'appelle « La gauche en voie de disparition ». Comment changer sans trahir? Alors, les psychologues, tout de suite, se disent s'il dit ça, c'est que certainement il sent qu'il trahit. Qu'est-ce qu'il dit, Geoffrin? Le grand mirage se dissipe. La culture de la gauche doit fusionner avec celle du marché. Le rêve a duré 1 an, tué par les déficits. J'ai oublié un petit bout. Ils avaient dit, l'entreprise est un lieu d'exploitation. Il faut en changer les fondements. On s'aperçoit maintenant, et on en fait la trame des discours ministériels, qu'on a désespérément besoin de ces lieux d'exploitation. Ils avaient dit, un seul sauveur, l'État. Le service public est un principe absolu, grâce à lui, tout ira mieux. On découvre maintenant que cet État boursouflé étouffe et pressure la société civile. Ils avaient dit, l'honneur, c'est le militantisme, l'aventure, c'est la révolution, même pacifique. Pourtant, on se demande maintenant s'il n'est pas plus utile de créer une entreprise que de rédiger une motion. Et 200 pages comme ça. C'est quoi ce discours? C'est le moment du tournant de la rigueur. Et alors, ce tournant de la rigueur, il n'est pas expliqué par Geoffrin comme un choix qui a été fait, mais il est expliqué comme un retour au réel. Hein, ils ont essayé, vous avez vu, ils ont essayé, et ils ont bien vu que ce n'est pas possible, qu'il ne peut y avoir qu'une société ultralibérale, dans le fond. Hein, que tout le reste, c'est du rêve, c'est pas réel. Eh bien, ce genre de discours qui dit que tout ce qui s'écarte finalement du modèle dominant et de l'utopie au sens illusion dangereuse, chaque année, vous avez non seulement d'innombrables articles, émissions de télé, etc., qui le matraquent, on ne peut pas dire autrement, mais en plus, même au rayon sérieux des sciences humaines, vous avez les livres que vous trouvez d'abord. C'est des livres qui disent ça, et j'ai une liste là. En 1975, de quoi on parle? D'André Glucksmann, La cuisinière et le mangeur d'hommes, qui dit que le goulag, c'est dû à Marx. En 1977, le même Glucksmann, il écrit Les Maîtres penseurs, là je vous en dirai 2 mots. En 1977, Bernard-Henri Lévy écrit La barbarie à visage humain. En 1977, Sioran écrit Histoire et utopie, en fait réédite un livre qu'il avait publié quelques années auparavant. En 1978, Lapouge écrit Utopie et civilisation, etc., etc. Jusqu'à, si je vous cite à la fin, 1992, on traduit le livre de Francis Fukuyama, La fin de l'homme et la fin de l'histoire et le dernier homme, dans lequel il explique que il n'y a pas d'alternative au libéralisme, au capitalisme libéral. Ça n'existe pas. C'est la fin de l'histoire. On est arrivé à la fin de l'histoire. On ne peut pas avoir mieux. Bon, ça, c'est la culture. Quand je me suis plongé dans
ce qui s'écrivait à ces époques-là, vous avez ça partout. C'est un matraquage immense, comme il y en a, je pense, rarement eu dans l'histoire. Vous avez dans le fond, cette fermeture de l'imaginaire, cette idée que voilà, la société dans laquelle on est, c'est vraiment, il ne peut rien y avoir d'autre, qui est partout, entonné sous tous les tons, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Si ça a marché aussi bien, parce que ça a marché, c'est parce que ça s'est passé à un moment qui était une conjoncture, alors on va reprendre les termes de l'époque de Christophe Colomb, une conjoncture admirable pour les gens qui voulaient fataliser. Pourquoi ? Parce qu'il se trouve que c'est à ce moment-là que toutes les horreurs qui se passent dans les régimes soviétiques, chinois, etc., en quelques années, il y a tout qui ressort. On savait un peu, mais là, alors, il faut être conscient des dates. L'affaire Solzhenitsyn, c'est en 1974, où il y a un grand débat en France, où il y a un débat entre le Parti communiste et Jean Daniel du Nouvel Observateur. En 1975, on commence à avoir les premiers échos du génocide qu'il y a avec Pol Pot, etc. C'est aussi autour de 1975 où l'opinion sur la Chine se bascule, où, alors qu'en 1971, Mattioti, je ne me rappelle plus ses prénoms, avait écrit un livre de la Chine dans lequel il montrait que c'était quand même un pays qui était agréable, etc. Là, il y a des tas de sinologues qui écrivent des livres très précis sur ce qui se passe réellement en Chine, et c'est l'horreur. Bon, 75-76. C'est en 79 qu'il y a l'envahissement de l'Afghanistan par les Russes. C'est en 79 qu'il y a les boat people qui arrivent en masse sur leurs bateaux. Et nous, on s'est battus contre les Américains au Vietnam. Et le régime qui en est sorti, on voit des gens qui s'enfuient et qui viennent. Et à partir de 1980, ce qui se passe en Pologne. Hein, et là, il y a tous les jours des articles, etc. Et donc, vous voyez, c'est une conjoncture particulière. En 1945, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce qu'au contraire, c'était les régimes d'extrême droite, etc., le racisme qui était vraiment mis en cause partout. Tandis que dans cette période-là, il se trouve, c'est en partie conjoncturel, il se trouve qu'on apprend tout sur ces régimes qui prétendaient émanciper des populations et qui, en fait, se sont retrouvés être des régimes, des dictatures sanglantes. Et donc, ça avait l'air de donner raison à ceux qui, comme les réactionnaires de toutes les époques, disent si vous voulez changer quelque chose, et surtout si vous voulez changer beaucoup, que ça soit bien mieux, eh bien, ça va être le goulag. Et le mouvement qui est lancé, comme on lance des savonnettes par la publicité en 75, qui sont les nouveaux philosophes, Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, c'est ça qu'ils disent tout au long de leur livre. Là, dans le Barbarie à visage humain, je n'ai pas trouvé un seul argument. Il n'y a que des grandes proclamations comme ça. Et ces proclamations, elles disent toutes. Je vais quand même vous le lire un peu.
Ils le savent bien, les révoltés de tous les temps, que la rébellion n'est pas pensable dans le monde réel, Bernard-Henri Lévy. La rébellion, c'est pas possible. Voilà, c'est pas... Non, le monde ne va pas bien et il n'ira pas mieux. Grande parole prophétique. Oui, le prince, alors dans le jargon de l'époque, c'est-à-dire le pouvoir, la domination, est une fatalité qui ploie l'histoire à sa loi. Voilà. Il y a une fatalité, et la fatalité, c'est que le régime dans lequel on est, ça ne peut pas changer. Alors il dit, jamais plus nous ne nous mettrons au service des révolutions, mais il ne s'est jamais mis. Donc ça... L'erreur des utopistes postulant un réel qui échappait aux mailles du pouvoir, ça n'existe pas. Voilà. Oui, alors il le dit avant Fukuyama, il est en 1977. Oui, le capitalisme est la fin de l'histoire. Rien d'autre. Donc vous voyez, moi je dis un matraquage, mais qui va être efficace parce qu'il se situe à un moment où ce qui est constamment dit a l'air de se passer devant les yeux des gens. Pol Pot, ça a l'air que, oui, ben vous voyez, ils ont voulu faire la révolution et c'est un génocide. La Russie, voilà. Mais on se retrouve dans la même situation qu'après la Révolution française. Du coup, tout ce qui est remis en cause au nom de la justice sociale, des droits des femmes, etc., c'est le goulag. C'est trop dangereux, ça va remettre en cause l'ordre nécessaire. Et ça, c'est voilà, la caricature absolue de ce type de pensée. Vous l'avez avec les maîtres penseurs d'André Glucksmann, qui est un livre où tout ce qui s'écarte de l'ordre, quel qu'il soit, apparaît, et surtout si c'est dans un but d'émancipation, apparaît comme quelque chose qui nous mènera au charnier, à Auschwitz, au goulag, etc. Même les sciences. Les sciences, ben, ça, de temps en temps, dit Glucksmann, il y a des révolutions coperniciennes, on dit. Oh là là, mais c'est dangereux, c'est horrible. Et donc, même les sciences, il faut s'en méfier. C'est un discours paranoïaque et qui ferme l'histoire. Hein, au point où on en est arrivé, il ne faut surtout pas bouger les choses, parce que sinon, ça va être le chaos, le désordre, le souverainement. Hein, voilà. Alors, j'ai fini, parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Où nous en sommes aujourd'hui? Alors, il y a des côtés où ces discours idéologiques de ces années 80 ont beaucoup vieilli. C'est le cas de l'apologie qu'il y avait à l'époque du libéralisme. Tout ça, ça s'accompagnait d'une apologie du libéralisme où ça avait l'air qu'on allait tous être heureux, prospères, etc., grâce au libéralisme économique le plus sauvage. Ça, pratiquement plus personne n'y croit. Par contre, ce qui a été comme ça instillé pendant 40 ans maintenant, ça c'est dans nos têtes. Et je le vois chaque fois que je travaille, que j'en parle avec des gens, c'est profondément rentré dans nos têtes. C'est-à-dire, si vous voulez, la peur du changement qui pourrait être un changement profond. Pour l'écologie, il faut un changement profond. On ne peut pas juste s'en tenir à quelques mesures superficielles. Eh bien, ça apparaît comme ce qui fait le plus peur. Et l'évolution de l'ordre existant,
elle, par contre, du coup, elle est comme un refuge face à ça, une sécurité. Vous voyez, c'est si la remise en cause est inquiète, eh bien, on se réfugie dans la sécurité de l'ordre existant. Et bon, je n'ai pas le temps de donner des exemples, mais donc, notre impuissance collective, elle n'est pas naturelle, elle n'est pas dans nos têtes nécessairement et pour toujours. Elle a été fabriquée, comme sont fabriquées régulièrement les impuissances collectives dans différents pays, différents régimes, etc. Et depuis les années 80, elle participe de notre culture si profondément que nous ne percevons plus cette fabrication. Il nous semble qu'on parle de la réalité, alors qu'en fait, on parle de la réalité dominante. On parle de l'ordre, alors qu'en fait, on parle de l'ordre dominant. Et quand on dit ce que vous entendez autour de vous constamment, on ne peut rien faire. De toute façon, on ne peut pas changer les choses, etc. On a l'impression que quelqu'un parle comme ça en son nom, mais en fait, quand il dit ça, il reproduit, sans s'en rendre compte, l'évidence dominante qui nous est inculquée depuis 40 ans. Vous voyez, qu'est-ce qui manque alors depuis 40 ans? L'utopie, la fatalisation, on l'a eu même au carré. Hein, c'était vraiment rarement dans l'histoire, ça a été autant matraqué et pendant si longtemps et de façon aussi profonde. Ça, on l'a eu. Mais par contre, ce qu'on trouve dans toutes les émancipations, c'est-à-dire la capacité d'inventer autre chose, la capacité de créer au-delà des normes existantes. Ça, pour le moment, on l'a pas. Et donc, pour le moment, on en reste à l'impuissance collective. Voilà. Merci beaucoup André, on va tout de suite passer la parole au public. Je ne peux pas me retenir de poser une première question. On verra si elle est reprise dans la salle, mais tu nous as fait un exposé brillantissime sur les processus de fatalisation comme mode de disqualification d'une alternative de société. Mais compte tenu de la spécificité du défi climatique, je pense en particulier à la dimension intrinsèquement internationale du problème et de ses solutions, est-ce qu'il n'y a pas à réfléchir sur une dimension spécifique de notre sentiment d'impuissance dans ce domaine-là, qui déborderait la question plus générale que tu as posée de l'impuissance collective par rapport à toute l'alternative de société. Mais là, on est devant un défi, me semble-t-il, qui a des spécificités. Merci Paul. Ils vont penser que je t'ai payé pour dire ça, parce que c'est exactement ce à quoi je vais m'atteler le 28 novembre. Le 28 novembre, je reprends cette question en revenant sur le débat spécifique qu'il y a autour de l'écologie et toutes les réponses, j'espère, arriveront à ce moment-là. Donc, est-ce qu'il y a un micro qui circule? Non, c'est peut-être pas la peine. Vous essayez de parler assez fort. S'il y a un micro qui se prépare là? Qui ne fonctionne pas? Non. Donc, parlez sans micro, mais assez fort qu'on vous entende. Monsieur, là, peut-être d'abord, là.
Dites-en plus, parce que là, on ne sait pas ce que... Ah, d'accord. Alors, oui et non. C'est effectivement une question particulière parce que ce qui est en cause dans la critique écologique, c'est non seulement les inégalités, les injustices, etc., mais c'est par exemple le productivisme, c'est le rapport à la nature, etc. Donc ça aurait l'air d'être quelque chose de complètement spécifique. Mais nous verrons que, en fait, par exemple, les schémas intellectuels, le vocabulaire, la forme de domination qu'on a inventé, par exemple par rapport aux esclaves, par rapport aux femmes, etc., on va la retrouver dans le rapport à la nature. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas la même chose, mais ce n'est pas complètement distinct. Il y a bien, je dirais, un esprit de domination qui produit des effets dans les dominations interpersonnelles, les dominations de classe, etc., et qui, du même type, qui produit notre rapport à la nature. C'est une des choses que je voudrais montrer bientôt. Oui. Alors, moi, je vois même une chose à dire, mais je vais monter à deux. D'abord, sur le climato-scepticisme qui serait devenu inexistant, j'ai un gros doute. Les intellectuels, les philosophes, je ne vais pas en citer, mais j'en ai deux, trois en tête. Des personnes qui ont quand même une parole un peu influente, bon, des personnages plus particuliers, je pense à Laurent Alexandre. Enfin, partout, même des gens éduqués. J'étais il n'y a pas très loin, pas longtemps, pas très loin d'ici, une association qui s'occupe de langue française, et j'ai discuté 3 minutes avec quelqu'un qui estimait que le GIEC c'était des gros connards. Il n'a pas dit ce mot-là parce que, voilà, mais c'était le fond de, et je pense que c'était un donateur de l'association. Donc pour moi, le climato-scepticisme, il est encore très, très, très présent. La deuxième chose, alors là, je suis peut-être un peu frontal, je m'en excuse par avance, mais d'abord, j'ai trouvé trompé de salle, et en fait, il semblerait que je sois trompé de jour. Parce que les comparaisons, c'est bien, mais moi, j'entends bien ce qu'on parle aussi de l'écologie, et je veux dire, l'exemple le plus récent, c'était il y a 40 ans. Donc, je suis un petit peu déçu sur la teneur de la présentation. Je suis d'accord avec une partie des choses, la fertilisation, la sacralisation, etc. Mais je vais quand même dire quelque chose qui serait peut-être utile pour la fois prochaine. C'est qu'un des aspects, me semble-t-il, spécifiques au problème de l'inaction en ce qui concerne l'écologie, c'est que toutes les autres évolutions, les gens qui se révoltaient, c'était quand même pour avoir une amélioration immédiate de leurs conditions. Ici, on devrait se révolter pour avoir ce que beaucoup de monde, y compris moi, voit comme un petit peu de, moi je vais dire, de moins-disant dans les possibilités qu'on a de voyager dans un chaîne de trucs. Alors je pense qu'il faut le faire, hein, mais il me semble que c'est l'élément primordial qui fait qu'on ne bouge pas, c'est quand même avoir moins demain que hier. Voilà. Excusez-moi pour le côté un peu frontal, mais notamment ce que je dis. Non, mais on est dans un lieu de débat. Alors, pour les climato-sceptiques, c'est vrai qu'ils existent, mais par exemple, les partis politiques qui les portaient n'osent plus se présenter comme ça. Ils le sont, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense par exemple au programme du Rassemblement national. Ils reprennent les mêmes choses que ce qu'ils disaient il y a 10 ans contre l'écologie, etc. Mais ils le présentent comme écologique.
D'ailleurs, c'est ce que fait aussi un peu le gouvernement. Le nucléaire, c'était quelque chose qui posait problème du point de vue écologique, et maintenant qui est devenu au contraire une façon d'être écologique. Donc, évidemment, des climato-sceptiques, il y en a, etc. Mais je pense que la bataille au sommet, ils l'ont perdue, pour le moment. Après, que je me souvienne. Oui. J'ai parlé d'aujourd'hui, mais pour expliquer aujourd'hui, il faut faire tout le travail de ce qu'il y a avant. On ne peut pas comprendre la situation d'aujourd'hui sans comprendre ce qui s'est passé dans les années 80. Et après, effectivement, à la prochaine réunion, j'expliquerai comment ça s'est passé directement pour l'écologie. Et je trouve intéressant, alors ça, il faut justement qu'on en débatte, votre idée que finalement, l'écologie, c'est punitif, puisque on va perdre quelque chose, on aura moins, etc. Et moi, je défends l'idée qu'au contraire, ça sera jouissif et qu'on n'aura pas des tas de choses qui nous servent à rien, nous empêchent d'être libres, nous sentent mauvais, etc. Et je pense qu'on a ce travail à faire, qui est de montrer que, bien loin d'être une punition, ce que nous pouvons proposer au nom de l'écologie, c'est au contraire un art de vivre. Donc, prochaine fois, on en rediscute. J'ai un micro. Vas-y. Le monsieur devant d'abord. Oui, il fait longtemps qu'il demande. Ça va, c'est bon là, oui. Non, moi j'ai bien aimé, c'est pas pour contredire le monsieur, il y a du Larsen là, c'est pas pour contredire le monsieur, il a raison, mais il faut quand même expliquer le concept que vous avez très bien développé et son historique finalement de l'impuissance collective. D'où ça vient l'impuissance collective? Et l'esclavage que vous avez dénoncé, et même s'il paraît suradé, il est actuel, puisqu'on peut très bien le transposer. L'asservissement, maintenant, il est sournois. C'est-à-dire, de nos jours, la secte au pouvoir essaye de neutraliser toute espérance. Vous n'avez pas compris, voilà ce qu'on nous dit, quoi. Vous n'êtes pas juste assez qualifiés, vous ne sortez pas des grandes écoles, donc vous êtes des sujets, voilà. Alors qu'une certaine utopie peut résoudre les réalités, ça on l'avait dit en 68, c'est encore d'actualité, et comment c'est brûlant. Et puis il y a aussi autre chose, est-ce que sortir, là c'est un peu plus grave, est-ce que sortir de ce système, pour le citoyen, ce n'est pas aussi, par rapport à ce que j'ai dit précédemment, se mettre hors la loi? Parce que finalement, se mettre hors la loi, puisque l'expression est muselée, elle est de plus en plus muselée. À ce moment-là, quand tu as cité les exemples précédents, il n'y avait pas cet essor et cette imprimature des médias qui devient impensable, des CAFA, du numérique. On est de plus en plus, ils ne s'en rendent pas compte, les gens. Mais ils sont d'une façon, si vous voulez, un peu intellectuelle, ils sont en esclavage, et même matériel maintenant. Voilà. Oui, on m'entend. Oui. Je voulais rajouter un point sur le fatalisme, c'est-à-dire qu'on nous a fait, enfin, je fais une expérience avec vous, on a tous intégré l'idée que la solution est individuelle. Je vais prendre deux exemples. Le premier exemple, c'est la voiture. Lorsque je prends ma voiture, je suis conscient que c'est pas bien, puisque je prends 1,5 tonne de ferraille pour déplacer 70 kg d'humains. Et donc, finalement, c'est une aberration qui avait déjà été dénoncée dans les années 70 par Ivan Illich, la voiture. Pourquoi c'est une aberration? Parce que, je vous l'ai dit, c'est 1,5 tonne pour 70 kg, et puis ça demande une infrastructure impressionnante. En région PACA, nous avons 50 000 km de route.
Et donc il faut les entretenir, ça coûte énormément cher et on continue d'en construire. Une des solutions serait par exemple, si on avait une volonté politique, ça serait de dire on prend, parce qu'aujourd'hui on veut construire des pistes cyclables, donc là les multinationales se frottent les doigts parce que ça fait du goudron en plus à déverser. Donc une des solutions, ça serait de dire 10, 20, 30, 40, 50, 60, je ne sais pas, % de la voirie deviendrait cyclable. Vous voyez, ça c'est pas de construire de nouveau. Donc on nous fait croire, et donc moi, je n'ai pas d'autre solution en fonction de là où je veux aller et de l'heure où je veux aller, de prendre ma voiture. Pourtant, on me dit, et je sais que c'est pas bien, donc ma solution n'est pas individuelle, la solution ce sont les règles de la société qui doivent faire en sorte que j'ai le choix de prendre à minima des transports en commun, et que je puisse me déplacer en toute sécurité sur les routes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce sont les déchets. Les déchets, c'est la même chose. Lorsque je vais faire mes courses, j'ai énormément de déchets à gérer puisque tout est emballé. Là, c'est la même chose. Je sais que c'est pas bien, je fais mon tri, etc. Mais là où j'habite, et c'est la même chose ici, sur Aix-en-Provence, combien de magasins proposent de la marchandise en vrac? Combien de règles imposent aux distributeurs de ne pas emballer ces produits? Donc ce que je veux dire par là, ce sont que les règles font que l'on est dans cette situation. Et ça, je le dis très clairement, ce n'est pas une solution individuelle qui va nous permettre de nous en sortir, mais c'est bien des lois collectives. Et à ce moment-là, on peut regarder, on peut tourner vers l'Assemblée nationale et voir si eux sont au courant des problèmes que l'on a. Et donc là, je m'adresse aux sociologues. Est-ce que la sociologie du Parlement ne correspond absolument pas à la population française? Et ils sont très loin de s'imaginer ces problématiques-là. Donc c'est pour vous dire, j'insiste bien, et donc je vais vous donner un dernier exemple par rapport à ce que je connais un petit peu mieux, c'est-à-dire le lit de la Durance. Donc le lit de la Durance a été confié au syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance. Et ce lit de la Durance est très très aménagé, donc je ne rentre pas dans les détails. Et dans les statuts de ce SMAVD, il y a la biodiversité, protéger la ressource, mais aussi le développement économique. Et là, ils veulent modifier leur statut pour leur permettre de développer encore plus le lit de la Durance dans l'économie, notamment en mettant des énergies renouvelables, c'est-à-dire en permettant à des personnes de venir installer dans le lit de la Durance des panneaux photovoltaïques. Donc vous voyez, là, moi, en tant qu'individu, je ne peux rien faire. Je peux simplement manifester et écrire en tant qu'association. Mais vous voyez que les règles vont dans le mauvais sens. Et donc, la solution, elle est collective. Et moi, j'invite chacun à s'intéresser dans son domaine de prédilection aux règles qui nous régissent. Et vous verrez que c'est complètement ubuesque et que c'est complètement à contre-courant. Voilà. Moi, je suis d'accord, donc je n'ajoute rien. Tu veux le sociologue? Non, c'est bien connu que la composition sociale du Parlement est décalée par rapport à celle du pays. Je crois que... Oui, monsieur. Vous avez évoqué donc ce rassemblement qui a eu lieu samedi à la Rotonde. Donc j'y étais également et je vous avoue que je suis un grand naïf. Et l'objectif de ce rassemblement, donc, c'était comment dire, il y avait des stands pour le développement des transports doux et des transports en commun dans la région aixoise. Donc, la région PACA est la région française où il y a le plus de retard en transport en commun. Le département des Bouches-du-Rhône est l'un des départements les plus pollués, notamment à cause des industries et des véhicules. Donc, nous sommes extrêmement en retard. Et il y avait des stands, je dirais, très pas agressifs du tout. Au bas de la Rotonde, il y avait un stand pour faire un tram-train pour aller à l'aéroport, à l'Arbois, etc. Il y avait un stand pour remettre en service d'anciennes voies de chemin de fer qui ont été abandonnées. Il y avait un stand pour le développement du vélo. Enfin, et il y avait même un groupe de personnes qui faisaient un flash mob pour donner un côté un peu festif, un peu convivial à la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, je suis resté toute l'après-midi et j'ai vu passer pendant toute l'après-midi ces personnes qui allaient des allées provençales vers le centre-ville d'Aix-en-Provence et retour.
et quasiment personne ne s'arrêtait. Et je vous avoue que j'ai été vraiment désespéré. Enfin, je suis assez ému de dire ça parce que je me suis dit, avec l'été qu'on vient d'avoir, un été avec la sécheresse, vous avez actuellement, le monsieur de la Durance connaît bien Serponçon, le lac de Serponçon n'a jamais été aussi bas. Et c'est la ressource principale de toute la région. Donc il y a énormément d'enjeux. Et je vous avoue de voir toutes ces personnes qui s'arrêtaient, qui regardaient à peine les panneaux, ça m'a vraiment fichu les boules. Et je me suis dit, pourquoi, enfin, c'est-à-dire, ce sont des gens qui, pour la plupart, prennent leur voiture, ils souffrent des embouteillages. Ceux qui travaillent sur Marseille, ils ne savent jamais à quelle heure ils vont arriver, avec les pollutions, etc., les embouteillages. Et je me suis dit, mais pourquoi les gens ne s'arrêtent pas, quoi. Il n'y avait aucune agressivité, vous voyez, dans les stands. On pourrait dire parfois les gens se sentent un peu pris. Et pourquoi ne s'arrêtait-il pas et comment l'arrêter? Alors c'est peut-être la prochaine réunion, mais je voulais quand même faire part de... Moi, c'est la première fois que j'ai allé à ce type de rassemblement et j'ai vraiment été très, très inquiet quoi, pour notre avenir. Parce que je me dis, si les gens ne se mobilisent pas plus, on n'avancera pas, quoi. Une petite réaction à votre intervention. D'abord une boutade, peut-être que c'était pas suffisamment agressif, justement, mais je pense pas. Non, moi je suis quand même assez sidéré par quand même la tonalité générale des médias par rapport à ces questions, par rapport à ces enjeux. La publicité continue comme si de rien n'était. Ce que j'appellerais la féerie consumériste a toujours de beaux jours devant elle. Regardez le nombre de publicités pour les automobiles qui continuent à hypnotiser le téléspectateur. Enfin, et puis j'ai vu un chiffre assez effrayant. Il paraît que cet été, seulement 2% des reportages en liaison avec les problèmes de sécheresse faisaient allusion au problème du climat derrière. Donc voilà, il y a quand même un phénomène d'hypnotisation et d'endormissement du pays via les médias, sans compter aussi un peu le rôle propre des responsables politiques. Enfin, tout se passe comme si, citoyens, dormaient tranquilles, on agit. Regardez les éoliennes qui sont en train d'être mises en place un peu partout. Donc il y a quand même à regarder un petit peu de ce côté-là, vigilance critique du côté du rôle de nos médias. Il y a d'autres demandes d'intervention ? C'est bon ? Oui. Pour revenir sur l'action de samedi, du coup, j'y étais aussi. Et du coup, j'y étais avec le collectif Youth for Climate, du coup, la jeunesse engagée. Et on a été un peu envoyés au front pour tracter. Et du coup, ce phénomène de désintérêt, je l'ai vu et j'y ai été confrontée. Et la plupart des gens, en fait, n'attendaient même pas qu'on évoque le sujet de la mobilisation. C'est-à-dire qu'ils avaient un rejet du concept de mobilisation et de militantisme en règle générale. Pas d'abord concernant le climat, non, c'était des gens qui passaient et quand on leur disait « Attendez, c'est pour parler de transport », ils se retournaient et là ils disaient « Ah oui, pourquoi pas ». Ça veut dire que quelque part il y a une diabolisation du militantisme et peut-être de la peur, de l'engagement. Et ça, encore une fois, c'est des concepts philosophiques qu'on voit. C'est, on parlait de responsabilité individuelle ou collective, c'est la responsabilité individuelle qui se dissout à travers le collectif. Si moi, j'agis pas, il y aura bien quelqu'un d'autre qui le fera pour moi, et je n'ai pas forcément besoin d'agir, et j'ai pas envie de prendre cet engagement, j'en ai trop peur, ou j'en ai pas le temps, pour différentes raisons, quoi. Ouais. Oui. Bon, je trouvais très intéressante tes comparaisons pour nous amener vers l'écologie. Mais je crois qu'on n'est pas du tout adapté à ça, enfin, ni les gouvernements, ni... Par exemple, moi, je suis allée à une réunion avec la maire, elle m'a dit, parce que là où j'habite, il n'y a plus de bus après 20h, c'est scandaleux, moi qui sors beaucoup au théâtre, au cinéma, et elle m'a dit, déménagez.
Donc tu vois l'esprit, oui, c'est dans la Provence, je ne vous mens pas, c'est dans la Provence, j'ai gardé l'article. Alors, pour te dire à quel point on n'est pas... Enfin, je sais pas, l'écologie, ce serait de mettre des bus tout le temps, et les gens à la campagne, alors comment on fait? Moi, j'ai une voiture, mais je ne peux pas m'en passer, comment je fais? Je ne sors pas, je reste chez moi, je m'enferme, non, c'est pas possible. Et je crois que les politiques aussi enfin, je sais pas, les constructions du béton, c'est les politiques, c'est pas moi qui peux faire quelque chose. C'est aux politiques à changer d'état d'esprit. J'entendais à votre venir à France Inter, ils disaient qu'au Portugal, ils allaient faire déménager des paysans sur plein d'hectares pour construire, pour mettre des métaux, je sais plus lesquels, mais c'est scandaleux. C'est l'État qui détruit, c'est l'État qui met du béton. J'ai beaucoup voyagé à travers tout le monde, c'est horrible. Tu vas en Chine, il y a que du béton. En Algérie, il y a du béton, mais c'est horrible. Donc, comment on peut faire soi-même pour changer les choses? Moi, je ne construis pas les maisons, je ne construis rien, quoi. Tu vois, et je ne peux rien faire. J'ai fait plein de requêtes pour les bus, mais on s'en fout. On s'en fout, voilà. Et je crois que c'est là où je suis très écolo depuis longtemps. On me prenait pour une folle quand j'étais écolo à 20 ans. Mais je crois que c'est là où je me sens impuissante. Parce que qu'est-ce que je peux faire pour... je suis prête à faire la révolution, mais qu'est-ce que je peux faire pour... Comment? Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ce sera peut-être les 2 dernières interventions, hein, si on veut s'orienter vers une fin ensemble vers 21h, comme d'habitude. Voilà, je voudrais compléter. Je voudrais compléter ce que tu as dit, André. Un petit point, c'est pas essentiel, mais il faut préciser ce qui s'est passé cet été au niveau de la sécheresse. La sécheresse de cet été a été à peu près normale. Mais il y a eu un phénomène exceptionnel qui s'est passé en début d'année. Sur 4 mois, donc de janvier à avril, il n'est pratiquement rien tombé. Et évidemment, quand il est arrivé l'été, là, c'était vraiment catastrophique, tout était sec. Et on est actuellement dans des conditions de sécheresse et d'hygrométrie des végétaux absolument inédite. On le voit dans la lutte contre les feux de forêt. Mais il faut voir ça aussi à l'échelle sur plusieurs années. C'est-à-dire que cette sécheresse, elle arrive après d'autres sécheresses. Donc c'est la moyenne de ce qui tombe par an sur plusieurs années qui est importante. Par exemple, pour retrouver une année comme ça, au niveau de janvier à avril, je pense qu'il faut remonter jusqu'en 1953 pour retrouver de telles conditions. Le deuxième point dont je voulais parler, c'est sur on va dire la passivité que l'on constate à l'heure actuelle face au changement climatique. Elle est aussi développée par la planification d'une fiction au niveau de l'énergie qui voudrait que l'État bienveillant par tout un tas par 3 énergies renouvelables, par ce biais-là, va nous amener vers un avenir climatique tolérable. Et ça, de mon point de vue, c'est une fiction que je pourrais développer. Donc ça contribue aussi à l'inaction, parce que pourquoi agir, puisqu'on nous présente une solution. Et le troisième point, c'est concernant la fatalisation. Pour compléter ce que tu as dit, il y a une autre forme de fatalisation. Donc tu as parlé de la nature du système, d'un système qui est une nature, donc on ne peut pas changer. Mais il y a aussi le développement, et on le voit dans les discours actuels, un peu partout, sous différentes formes, il y a aussi le développement de l'idée d'une nature anthropologique, c'est-à-dire que l'homme, finalement, depuis la nuit des temps, a toujours eu le même rapport avec la nature, qu'il a détruit la nature depuis la nuit des temps. Donc, l'homme étant comme ça,
le coupable n'est pas le système qui est en place, mais c'est l'homme, c'est cette fatalité que c'est la nature humaine. Voilà, c'était pour compléter ton exposé. Alors je suis bien d'accord avec vous sur le fait que non, le problème c'est bien le système et non l'homme. Mais j'aimerais rebondir sur quelque chose. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler dans la salle de l'hypothèse Gaïa? Est-ce que ça parle à quelqu'un? Levez la main. D'accord. Alors, j'aimerais juste développer cette idée qui est en rapport donc, avec la thématique de ce soir. L'hypothèse Gaïa, ça a été développé par un climatologue qui s'appelle James Lovelock, américain, dans les années 70, qui dit que la Terre s'autorégule de manière à faire perdurer la vie. Et il reprend cette définition comme étant la définition d'un être vivant. Et donc la Terre, en fait, serait, d'après James Lovelock, un être vivant à part entière. Et je fais le parallèle avec le fait que les peuples premiers, je pense à des peuples premiers en Amazonie, dans les derniers peuples qui restent encore, ont appelé justement depuis très longtemps, notamment en Amérique du Sud, la Pachamama. Et la Pachamama, c'est la terre sacrée. Et je pense que pour respecter le vivant, pour respecter la terre, il va falloir passer par une sacralisation du vivant. Montrer que la terre est quelque chose de sacré et que... Et voilà, en lien avec cet être vivant d'une harmonie, d'une intelligence exceptionnelle. Par rapport à cette autorégulation, donc là je vais en discuter. On peut prendre une rivière, et une rivière, si vous lui laissez une certaine quantité d'eau, elle peut s'autoréguler. Mais elle peut s'autoréguler si vous ne mettez pas n'importe quoi à l'intérieur. Par exemple, nous avons découvert cet été qu'il y avait 200 fois plus de plastique que la norme acceptée dans le lac de Serponçon. Donc là, il n'y a pas la possibilité d'autorégulation. Vous voyez, même s'il y avait assez d'eau dans le lac. Donc c'est ça qui est vraiment très qu'il faut comprendre. Hein. Et donc tout le long de la Durance, tout le long de nos rivières, nous avons des stations d'épuration. Et donc elles sont dimensionnées par rapport à une quantité d'eau, mais comme l'eau diminue, je ne sais pas comment on va pouvoir faire. Vous voyez, et donc c'est là aussi des règles qui doivent être mises en place pour mesurer déjà ce qui sort de nos stations d'épuration, ce qui n'est pas le cas. Le plastique, on ne le mesure pas. Et moi, j'invite chacun à regarder ce qu'on appelle les stations qualité. Il y en a 400 le long de la Durance, il n'y en a que 80 qui fonctionnent, et sur les 80, elles ne sont pas à jour. Hein, et donc lorsqu'on se retourne vers l'agence de l'eau, ils nous expliquent que ce n'est pas eux qui gèrent, hein, que nous-mêmes, on peut prendre en charge une station si on veut, ils pourront éventuellement nous aider, mais vous voyez donc où on en est. Hein, donc là, je vous invite à regarder, hein, station qualité Durance, on a fait des articles, voilà. Donc il y a cette capacité d'autorégulation, mais il faut quand même une certaine quantité, il faut laisser à la nature une certaine place, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je pourrais développer, mais voilà. Point pour compléter ce que j'ai dit en troisième point dernièrement. Cette fatalisation anthropologique, je dirais, donc on ne va pas se tourner vers le système en l'accusant de tous les maux, puisqu'on a fait croire que c'était l'homme. Elle a été développée aussi par le concept d'anthropocène. Hein, voilà, c'est tout ce que je... Moi, je rajoute un petit mot aussi. C'est vrai que les pouvoirs politiques ont évidemment un pouvoir d'action important, mais on est quand même en démocratie. Bon, elle fonctionne peut-être pas parfaitement, mais elle fonctionne quand même. Les partis écolos, enfin c'est entre 5 et 10%, et les 10% c'est vraiment exceptionnel, donc c'est plutôt 5%. Donc moi j'en conclus que 5% des gens sont réellement, et même peut-être moins, puisque moi j'y étais pas, mais 50 personnes c'est pas beaucoup, 5% des gens sont un petit peu concernés par l'écologie. Moi, je vote écolo, mais j'ai une bagnole. Je suis venu en bagnole ici parce que j'habite au Puy-Saint-Tréparade et même s'il y avait un bus, je ne sais pas très bien ce que je ferais. Alors, le rapport est quand même plus favorable. Ma voiture fait 1 tonne, elle est électrique et moi, je fais plus que 70 kilos. Mais enfin bon. Donc, ce que je veux dire, c'est alors, on rejoint évidemment le thème de l'inaction sociale ou collective, mais s'il y avait un réel
intérêt, il arriverait assez vite aux politiques, enfin, me semble-t-il. Pas actuellement, je ne sais pas si vous l'avez entendu, comme quoi des territoires ou des éléments naturels comme une rivière, une montagne, une plaine, un vallon, pourraient devenir une personne morale, c'est-à-dire à part entière, comme un groupe d'associations, et pouvoir rester en justice. Je crois que ça a un avenir aussi. Et ça, je pense que c'est la rivière, il ne pourrait pas, si vous voulez, réprimer une rivière, à moins que ce soit véritablement un flagrant délit, quoi. Je veux dire, alors que quand c'est des gens, ils leur envoient des grenades dessus. Voilà. Ça n'a pas l'air sérieux. Oui, donc il y a des travaux sur les droits de la nature et cette semaine, mercredi après-midi, jeudi et vendredi, à la fac de droit d'Aix, il y a un colloque sur les droits de la nature. Donc là, il y aura plein d'exemples qui seront donnés, comme quoi, comment le droit peut arriver à considérer, par exemple, pour ce qui nous concerne ici, enfin pour ce qui me concerne, c'est la Durance comme une entité juridique, mais qui va le représenter, c'est le premier problème. Et donc, si jamais on arrive à trouver une personne ou des personnes qui arriveraient à le représenter, après, elle pourrait les siéger lorsqu'on parle de la Durance. Par exemple, on veut rajouter une nouvelle station d'épuration, et bien on demande à la Durance d'être là et de dire, écoutez, comment on peut faire pour la rajouter? Est-ce qu'on peut la rajouter? Ou sinon, il faut se débrouiller autrement. Voilà l'idée. Donc là, cette semaine, il y a le droit de la nature. Oui, avec cet énorme problème, qui représenterait la nature, hein? Okay. En Nouvelle-Zélande, par exemple, c'est les peuples autochtones qui ont représenté une rivière, je ne sais plus comment elle s'appelle. Là, voilà, mais nous, le peuple autochtone de la Durance, je ne sais pas s'il y en a. C'est des questions sur lesquelles je pense qu'on va rebondir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que on est à peu près à l'heure. Sinon, on se donne rendez-vous aux prochaines. Ah oui, excusez-moi, oui. Oui, nous avions invité Samuel Hayat, qui est un jeune chercheur en sciences politiques et en histoire, qui s'est fait connaître en fait médiatiquement, moi je ne le connaissais pas du tout à cette époque-là, au tout début du mouvement des Gilets jaunes, en produisant une analyse assez lumineuse sur les raisons de ce mouvement. Et donc, il devait venir l'an passé, puis il a eu le Covid le jour où il devait venir. Donc, les questions sur lesquelles il travaille sont toujours d'une actualité brûlante. Il s'agit de réfléchir sur la crise de la politique finalement et sur la manière dont un certain nombre de mouvements divers et variés, mais un peu partout dans le monde et qu'il qualifie de mouvements citoyennistes. Il y en a encore un très important en ce moment en Iran par exemple, mais il y en a eu il n'y a pas très longtemps immense en Algérie. Mais il y en a aussi avec cette formule des Gilets jaunes chez nous. Donc qu'est-ce qui se joue derrière comme tentative de réinvention d'une démocratie? C'est là-dessus qu'il travaille et c'est là-dessus qu'il va parler. Jeudi, 19h, faculté de droit. Merci.